Pardon, excuse-moi. Hop. Mais c'est quoi ce bordel? Bah ça fait 3 heures qu'il est planté là comme ça à rien faire. Il a rien dit? Bah non, absolument rien. Oh, t'es là? Bon bah tant pis, hein. Mais tu vas faire quoi? Bah faire la mission, hein, j'ai pas le choix, hein. Allez. C'est bizarre. Les films d'horreur. C'est vaste comme sujet. Très souvent réduit à leur juste valeur, ce sont des films qui sont porteurs de sens, de critiques, mais surtout de sensations fortes pour le spectateur. La peur est un sentiment enivrant qui fait monter de l'adrénaline. Et ce sont ces émotions qui nous poussent à regarder des films de ce style. Personnellement, ce n'est pas mon style favori. Mais il y a un film qui a réussi à me faire trembler de peur. Et quand j'ai appris qu'il y avait une version télévisuelle, adaptée par l'auteur de l'œuvre originale lui-même, je ne pouvais pas me taire. Ambiance. Comparons aujourd'hui Shining et Shining, les couloirs de la peur. Stephen King fait partie du quatuor des écrivains fantastiques les plus adaptés à l'écran. Source de frissons pour des milliers de lecteurs, ses écrits commencent à être adaptés avec Carrie en 1976. Et en 1980, Stanley fucking Kubrick entreprend l'adaptation de son 3e roman, pilier du genre horrifique, Shining. Si le succès du film est aujourd'hui reconnu, pour l'auteur lui-même, ce n'était pas pareil à l'époque. En tant que spectateur, j'ai adoré, mais je l'ai détesté en tant qu'écrivain. Un commentaire? Non? Il va falloir que j'emploie la manière forte. En effet, l'adaptation s'éloignait trop des préceptes du récit de King, et ce dernier décida de créer une version télévisée plus proche du bouquin. Et finalement, je ne vais pas analyser les deux versions. Ah non mais partez pas, hein, je vais quand même faire la vidéo. Hein. Parce qu'au fil des émissions, et surtout dans l'épisode précédent, on a souvent parlé d'adaptation, mais on s'est jamais vraiment focalisé là-dessus. Et je pense que ces deux versions me permettent d'en parler. Le phénomène des adaptations ne date pas d'hier, et est aussi vieux que le cinéma lui-même. C'est tellement nul comme phrase. Georges Méliès a réalisé des adaptations de livres, de Gulliver, en passant par Barbe Bleue. Et ce processus ne s'est jamais essoufflé. Je suis sûr que tous vos films préférés sont des adaptations de romans. Jurassic Park, La Ligne Verte, Le Parrain, Fight Club, et bien d'autres encore. Personnellement, c'est ne le dit à personne. Mais il y a beaucoup d'amalgame autour de ce phénomène. J'entends, et j'ai pu dire quelques phrases du style « Il y a trop d'adaptations ! Adapter un jeu ou un livre, c'est trop facile. Le scénario est déjà fait. Le clap de fin, c'était mieux. » Mais j'ai jamais dit ça. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer la chose. L'adaptation est la transposition d'une œuvre existante pour la produire sur un média différent de celui d'origine. Pour résumer, une adaptation, c'est passer d'un art à un autre. En fait, on transpose l'œuvre dans une autre forme qui possède des codes différents propres à lui-même. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer qu'un truc littéraire ne sera pas forcément cinématographique. Par exemple, une description romanesque peut prendre plusieurs paragraphes, voire pages. Dans un film, tout passe par l'image, et cette description peut durer quelques secondes. On utilise les codes de l'autre art pour servir le propos. C'est pourquoi il faut bien distinguer le film et l'adaptation. Un film peut être cool tout en étant éloigné du bouquin. Il faut juger la base, c'est-à-dire le film en lui-même d'abord, puis son caractère d'adaptation. Car si le film à la base est mauvais, la question d'adaptation ne rentrera pas en vigueur. Mais l'inverse est courant, comme l'a fait King. Ça arrive aussi qu'un réalisateur s'approprie une œuvre pour l'ancrer dans son univers, ce qui peut apporter une adaptation différente, mais qui peut rester cohérente. Mais parfois, on a quelques coquilles. N'est-ce pas, Luciliou ? Surtout que les livres n'ont parfois pas de limites. Le Seigneur des Anneaux fait 1500 pages. Il est normal que pendant le processus d'adaptation, il y ait des coupures. Car lire un livre de 1500 pages, c'est pas la même sensation que regarder un film de 5 heures. Oui, parfois ils vont zapper des choses importantes, ou en rajouter. Mais généralement, c'est pour au mieux servir l'adaptation. Hunger Games par exemple. Hunger Games comme exemple. C'est quand même dingue, non ? Interstellar, c'est de la merde. Je me déteste d'avoir dit ça. A eu un bon procédé d'adaptation, en rajoutant des points de vue différents dans le film, car dans le bouquin, ce n'est qu'à la première personne. Ces rajouts ou ces suppressions doivent rester dans la mouvance et la cohérence du récit, pas juste pour faire plaisir aux fans. Il faut que l'adaptation soit donc avant tout un film. Et Shining dans tout ça. À mes yeux, les propos de King sont à la fois compréhensibles et assez révoltants, car une adaptation, c'est un petit peu comme un second point de vue. Et cracher sur l'œuvre, juste parce qu'elle n'est pas assez fidèle, alors que le film est vraiment bon à la base, c'est assez révoltant. Donc on va comparer les deux films, mais pour démontrer en quoi une adaptation fidèle peut être moins efficace qu'une adaptation libre. On va d'abord partir sur le point qui fâche, la fidélité à l'œuvre. Apparemment, Kubrick a complètement retouché le livre pour en faire son film. Et King est resté très fidèle pour sa mini-série. Je vais analyser cela d'un peu plus près. Non, parce que je l'ai lu le bousin, hein, et en ma qualité de critique professionnelle, j'ai lu toutes les œuvres originales avant une critique. Et tu l'as lu, Millennium ? Millie quoi ?
Les deux versions n'ont rien à voir. Kubrick propose une totale relecture du livre selon son propre univers, alors que King respecte stricto sensu son livre, avec quelques petits écarts qui viendront ternir l'image du téléfilm. Mais d'abord Kubrick, pas de problème d'alcool, avec un aspect fantastique amoindri. Wendy possède un caractère nettement moins travaillé, et surtout agaçant au possible. Mais les autres différences viennent embellir le film à mon goût, entre Danny qui frôle la schizophrénie, les jumelles méga flippantes, et de nombreux détails en plus. Mais l'essence du livre est quand même là. Un homme, enfermé dans un hôtel, va devenir fou et va essayer de tuer sa famille. L'adaptation de King est évidemment plus fidèle, mais à y regarder d'un petit peu plus près, il enlaidit aussi son livre. L'alcoolisme est présent, les visions de Danny sont accentuées, Wendy est plus charismatique, mais le téléfilm souffre de deux choses, une surenchère et une édulcoration. Le livre est vraiment très sombre, et la version télé ne va pas aussi loin. Par exemple, le couple est proche du divorce dans le livre, alors qu'ici, ils ont juste 2-3 soucis, mais rien de grave, hein. Jack est aussi encore plus taré dans le livre. Et ce que je reproche, c'est qu'ils voulaient surtout mettre en avant l'alcoolisme. Mais quand ils en parlent, ils en font des caisses, des longues minutes interminables pour bien soutenir le propos. Rajouter à ça une surenchère sur le personnage de Danny, ça donne des trucs forcés qui deviennent vite insupportables. Comment tu veux créer une ambiance horrifique? Mais s'il y avait que ça... Il a extrêmement mal vieilli ce téléfilm. Écriture parfois mauvaise, une VF immonde, des débilités et incohérences dont la plus grosse, Jack obtient le boulot malgré sa sobriété de 5 mois. Dans le livre, c'est 14 mois. C'est pas plus logique? Et pourquoi il gueule quand il lit les articles de journaux? Je vais pas tout lister, mais le plus gros souci, le format télé. Format idéal pour adapter un livre ou une saga. Mais bon, 4h30! Et ça résulte quoi? Un rythme complètement bâtard. La première partie, c'est 1 heure d'exposition sur 1h20. Les deux autres parties améliorent le tout, mais franchement, le résultat est totalement hasardeux. Le téléfilm oscille entre mauvais kitsch au possible et film d'horreur plutôt efficace. Mais là encore, l'ambiance horrifique est super mal abordée. Les effets d'horreur sont clichésques, avec une musique beaucoup trop classique, des jumpscares à l'avant moelleux, et surtout des effets spéciaux... Ah, je vous l'avais dit que ça avait mal vieilli, hein. C'est dommage parce qu'il y a des moments de tension rudement bien gérés. C'est surtout dans la troisième partie où la mise en scène très classique jusque-là tente des choses et propose une tension assez palpable. Mais bon, je n'ai pas eu peur. Surtout que les effets se répètent. Et vu les nombreuses incohérences et le jeu d'acteurs parfois très anecdotique, l'ambiance en prend un coup. Cette version ne vaut le coup que pour sa dernière partie qui le rattrape un peu. Au bout de 3 heures! Bon après je suis pas 100% objectif, vu que je suis pas fan de la mise en place du projet. Mais le Shining de Kubrick, il est tellement mieux! Et c'est pas pour rien qu'il est souvent cité comme un des meilleurs films d'horreur de tous les temps, parce que l'horreur représente un travail sur l'ambiance, sur le malaise et sur la tension. Pas forcément sur des jumpscares foireux. Il y a une putain d'identité visuelle, avec une mise en scène glaçante, avec des travelling minutieux et une gestion parfaite du steadicam. Et cette musique de dingue! Non mais sérieux! Rien que d'entendre les notes, j'ai mal au ventre. Ce film a été fait par un auteur, marqué par un univers qui lui est propre, et il le retranscrit parfaitement. Mais oui, il y a des défauts. Jack Nicholson joue extrêmement bien, mais joue du Nicholson. C'est quand même très éloigné du livre. L'actrice... voilà. Mais je pense que Kubrick a été très dur avec elle, et le spectateur peut facilement être désorienté par un manque d'explication. Un parti pris qui amplifie l'horreur, qui peut aussi offusquer. Et bon sang, ce film a glacé le sang. C'est un des rares films à m'avoir fait ressentir ça. Et cette nouvelle vision du livre apporte des choses intéressantes, et elle vaut le coup. Qu'est-ce qu'on peut alors retenir? Kubrick a voulu apporter sa vision du livre liée à son univers. En résulte ainsi un film angoissant et unique, qui s'éloigne du livre, mais qui est avant tout un putain de film d'horreur. King, avec sa version télévisée, a voulu être beaucoup plus fidèle, mais il tombe dans la surenchère avec énormément de défauts qui entachent le résultat final. Ce n'est pas mauvais, mais il faut vraiment s'accrocher pour apprécier aujourd'hui, car à l'époque, ça a eu un succès phénoménal. Je comprends sa démarche, mais une adaptation ne pourra pas contenter tout le monde, car chacun a sa propre interprétation, qui sera retranscrite selon sa personnalité. Un exemple tout con, les deux versions connues de Dune, celle de Lynch et celle de Jodorowsky. Elles ont strictement rien à voir. Et c'est ça qui donne de la force à un livre. C'est quand chaque spectateur crée sa propre vision et l'adapte à sa propre manière. Ça rend le livre universel, voire éternel. Il faut faire la part des choses entre adaptation fidèle et adaptation libre. Car adapter un livre mot pour mot, ça n'a pas grand intérêt. Et surtout, il faut faire un bon film à la base. Et c'est pas facile. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre avis sur la question. Et on se retrouve... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ma tête, putain de merde! Non mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Oh putain, ça y est, je m'en souviens. J'étais dans cet hôtel. Non mais quel hôtel? Comment t'es arrivé là-bas? Mais j'en sais rien. C'était vide, il y avait personne.
Mais il s'est passé un truc. J'ai vu quelqu'un. Mais t'as vu qui? C'était...